J'étais étudiant en France, je faisais ma maîtrise de philosophie, et j'avais un ami qui était un jésuite qui s'appelle Pierre Gann, et la thèse, le sujet de la thèse, c'était, du mémoire, enfin de maîtrise, c'était la violence est-elle une notion répressive à l'époque, c'était très à la mode, parce que l'idée, c'était entre autres chez les marxistes qui pensaient que, je veux dire, la vérité du marxisme avait mené à, je veux dire, j'ai dit la violence, et la vérité est-elle une notion répressive? Parce qu'ils pensaient que le marxisme était la vérité de l'histoire, et pourtant, pouvait mener à ce qu'avait été le communisme, le stalinisme. Donc, c'était une question prenante. Et je parle de ça à Pierre Gann qui me dit, mais tu sais, les philosophes, quand ils parlent de vérité, ils pensent toujours à l'erreur. Mais en fait, la vérité, ça se pose aussi au mensonge. Et je connais quelqu'un qui a écrit un livre très intéressant à ce sujet, il s'appelle René Girard, et le livre s'intitule Mensonge romantique et vérité romanesque. Et ça, c'était c'était en juin ou début juillet, en tout cas vers la fin de l'année universitaire. Je rentre au Canada pour l'été. Je suis donc rentré au Canada, j'ai passé l'été au Canada, et en repartant, j'ai trouvé un livre, juste avant de prendre l'avion, qui s'appelait La violence est sacrée, parce qu'on était en 1972. Ce livre venait de sortir. Et donc, le premier livre de Girard que j'ai lu, c'est le second. C'est La violence est sacrée. Et j'ai lu Mensonges romantiques et vérité romanesque après, parce que je n'avais pas eu le temps de l'acheter avant de partir. Et donc, voilà. Et j'étais tout petit. Enfin, j'avais 22 ans, un truc comme ça. Alors, j'ai rencontré René la première fois en 1978, au moment où il écrivait ou avait écrit, il venait de paraître, Des choses cachées. Il y avait eu une réunion, c'est une espèce d'atelier de travail. C'était organisé par une fondation qui s'appelle la Fondation d'Auvillé, qui n'existe plus, mais qui avait l'avantage très important d'appartenir au Champagne Moët et Chandon, ce qui fait qu'on y mangeait et qu'on y buvait très raisonnablement bien. Et donc, par l'intermédiaire de Jean-Pierre Dupuis et de Jean-Marie Dovenac, alors j'avais déjà écrit, enfin on était en train d'écrire L'Enfer des choses, Jean-Pierre Dupuis et moi, et donc, moi j'avais 26 ans, 27 ans, j'étais inconnu, j'avais jamais rien écrit, mais j'ai quand même été invité à la Fondation de Bullé, et c'est là que j'ai rencontré René. J'étais très, très impressionné. Le premier livre que j'ai écrit, c'est en fait sur René, ça c'est L'Enfer des choses. Ma partie, c'est un livre qu'on a écrit à deux, Jean-Pierre Dupuis et moi, mais euh, on n'a pas écrit le livre à deux, on a écrit deux livres qui ont été réunis en un volume, pour ainsi dire, puisqu'on a chacun écrit notre partie. Ma partie s'appelle euh, euh, L'ambivalence de la rareté. Et c'est un livre qui propose que l'organisation économique des sociétés modernes joue un rôle euh, semblable, jusqu'à un certain point, à ce que René définit comme étant le rôle du sacré dans les sociétés traditionnelles, c'est-à-dire un rôle de protection contre la violence. Alors une fois que j'avais fait ça, d'une certaine façon, où allait s'introduire la politique? C'était pas évident. Et ça m'a pris très très longtemps à comprendre et à entrer le politique dans ma propre réflexion, à réussir à introduire la pensée de René dans une réflexion de philosophie politique. Sauf un article que j'ai écrit en peut-être 86, un truc comme ça, qui s'appelle Hobbes, la course à la souveraineté, qui est une relecture de Hobbes à partir de René. Mais là, c'était plus un truc rigolo, enfin, pour ainsi dire. On retrouvait le mécanisme victimaire ou des traces du mécanisme victimaire dans la définition hobbesienne du contrat social et de l'état de guerre. Et ça marchait bien, mais c'était un truc d'histoire des idées. C'était pas de la philosophie politique au sens de comprendre le monde qui nous entoure. Voilà, bien sûr, indirectement, mais c'était surtout une relecture de Hobbes, c'est de la philosophie des idées, enfin oui, plutôt d'histoire des idées. Ah oui, je peux expliquer ce titre. Mais avant, je peux continuer la réponse à la question précédente. Parce que le sacrifice inutile, c'est vraiment l'aboutissement de cette réflexion sur une fois, enfin, je m'étais fait une idée, une lecture du monde moderne à partir de Girard. Mais dans cette lecture, c'était évident que la politique avait une place, mais je ne savais pas très bien où elle était. Et ça m'a pris beaucoup de temps. Et finalement, le sacrifice inutile, c'est un peu l'aboutissement de cette réflexion. C'est pour finalement, j'ai pour ainsi dire une théorie de comment ça marche. Alors pourquoi ça s'appelle le sacrifice inutile? Ça s'appelle le sacrifice inutile. Euh,
et c'est peut-être pas le titre parfait en français, et en anglais, parce que la traduction anglaise, et ça va, c'est The Barren Sacrifice. Ça veut dire le sacrifice qui n'est pas fertile. Et c'est ça, en fait, l'enjeu du sacrifice inutile. Le sacrifice inutile, dans la mesure où ces sacrifices qui sont faits ne donnent pas des bons résultats. Ne donnent pas des bons résultats. Ils ne donnent pas le résultat de réduire la violence. Voilà, c'est parfait, on aura des têtes. Ce livre sort, enfin, le résultat d'une recherche que j'ai menée avec ma co-auteure, qui est italienne, qui en 2009, 2009 ou 2007, de 2007 à 2009, elle était ma postdoc au Japon. Elle est italienne, mais elle avait une bourse japonaise. Donc, elle était postdoc. Et on avait fait un projet de recherche qui s'appelait l'empathie artificielle. Et en gros, c'est l'empathie artificielle. Et donc, on s'est mis à lire, à rencontrer les roboticiens sur les robots sociaux. Et l'intérêt ou la thèse pour nous, c'est parce que j'ai aussi écrit un livre sur les émotions, il faut savoir, hein, ça fait partie de tout ça, et selon lequel, qui défend la thèse que les émotions sont essentiellement sociales. Et donc, par rapport à la philosophie de l'esprit, la thèse de l'empathie artificielle et de l'étude de la robotique, c'est que c'est la dimension sociale des robots qui, si jamais il y a la possibilité de faire quelque chose qui ressemble à des créatures artificielles conscientes, c'est là que ça va se trouver. Pas à l'intérieur du software ou du hardware, de ce qui constitue la machine, mais en fait, en faisant des machines qui sont capables de s'accommoder des autres. Donc c'est ça l'angle, disons, de réflexion, en partie, enfin, c'est un des angles de réflexion, et ça va s'intituler, c'est peut-être pas entièrement, je fais ma pub, ça va s'intituler le substitut. D'accord. Parce que le robot social, c'est le substitut. Ah, ben c'est le substitut au sens propre du substitut de justice. Hein, le procureur substitut. Le procureur substitut remplace le procureur à certains moments, à certains égards, et il possède pour partie l'autorité du procureur, et il n'a pas pour fonction de remplacer celui dont il prend la place. Et le robot social, je pense qu'il y a en tout cas un certain type de robots sociaux qui sont faits pour satisfaire ces conditions-là. Et ça, c'est extrêmement bizarre comme machine, parce que c'est des machines qui auraient de l'autorité, qui font pour nous ce que nous faisons par eux. C'est amusant comme truc. Et qui sont là pour prendre notre place sans nous remplacer, contrairement aux robots sur une chaîne de montage qui remplacent les ouvriers dont ils prennent la place. Donc c'est ça, voilà. Ça je m'amuse.